Extrait du livre de Pascal Ménoré, Royaume d'asphalte. Après minuit, la ville ennuyeuse et disciplinée pendant la journée devient un terrain de jeu sauvage. Selon les fans de rodéo, les heures les plus folles sont à l'aurore, entre le départ des patrouilles de nuit et l'arrivée des équipes du matin. Pendant 30 à 60 minutes, les dérapages sont à leur maximum et les accidents de la route sont les plus fréquents. La ville est pour ainsi dire hors de contrôle. La présence des Mfatines signale l'existence d'une autre géographie du pouvoir dans la capitale. Une géographie où la police, d'habitude puissante, est dépassée et où l'espace fonctionnaliste de la ville marche sur la tête. L'aspect le plus fascinant des dérapages en voiture est probablement leur subversion des normes corporelles rigoureuses appliquées par l'État, la police et la police religieuse. Rendu plus riche par le boom en 1974, l'État saoudien impose un contrôle plus étroit des usages du corps et crée des institutions de patronage de la jeunesse et promeut un code d'habillement uniforme et réglemente la sexualité. En 2012, le Centre de recherche de la police religieuse révèle que 59% des jeunes saoudiens ont des pratiques interdites ou répréhensibles et portent des habits avec des reproductions d'êtres vivants, 43%, des vêtements moulants, des colliers et des bracelets, 26%, et ont des cheveux montés en kadash ou afro, 24%. Bertrand Besancenot, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été ambassadeur de France au Qatar de 1998 à 2002, puis, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, en Arabie Saoudite de 2007 à 2016. Alors l'extrait qu'on vient d'entendre, donc du Royaume d'asphalte de Pascal Ménoré, raconte, il a été publié en 2016, mais raconte des mœurs, des systèmes de vie de cette jeunesse saoudienne qui correspond grosso modo à peu près à l'époque où vous avez travaillé en tant qu'ambassadeur en France. Est-ce que vous en Arabie Saoudite, pardon. Est-ce que vous reconnaissez ça vous rappelle des choses? Est-ce que à cette époque-là, effectivement, on était dans un endroit un peu sauvage, enfin loin de l'image qu'on a aujourd'hui de l'Arabie Saoudite? Tout à fait, c'est-à-dire que Pascal Ménoré décrit assez bien un monde qui était naturellement tout à fait marginal dans la société saoudienne, mais qui existait. On savait très bien qu'il y avait des courses de voitures et des jeux qu'on appelait notamment celui du coq et de la poule, où deux voitures se faisaient face, et celui qui lâchait le premier était considéré comme une poule. Le problème, c'est que de temps en temps, il n'y avait ni coq ni poule, et qu'il y avait un véritable accident. Bon, ceci montrait qu'il y avait effectivement certaines habitudes particulières. Alors, ceci s'explique très bien dans un pays qui, à l'époque, était ce qu'on peut appeler un régime de paternalisme relativement débonnaire, mais il y avait quand même des règles assez rigoristes pour la société. Mais en même temps, vous aviez une jeunesse qui effectivement s'ennuyait, parce que justement ces règles lui empêchaient d'avoir le moins de divertissement, et donc il y avait des espaces des soupapes de sécurité, si on peut dire, où effectivement elle pouvait s'exprimer. En même temps, ce pays représentait déjà, enfin à l'époque, 70% de la population avait moins de 30 ans. Et donc, c'était une population qui n'avait peut-être pas de loisirs, mais qui était très connectée, précisément parce qu'elle n'avait pas d'autre chose à faire. Donc, vous aviez un mélange assez particulier de jeunes qui finalement connaissaient très bien le monde, tout en n'ayant pas l'autorisation de pouvoir réellement avoir des loisirs. Et donc, c'est exactement ce que décrit Pascal Ménoré. Mais en même temps, quand le nouveau régime est arrivé avec MBS, eh bien, beaucoup de gens ont été très surpris de voir que les choses se faisaient très naturellement. Elles se faisaient très naturellement parce que la société y était prête, et notamment la jeunesse. Justement, en fait, ce que ça raconte aussi, c'est qu'on est dans un pays, vous venez de dire, 70% de jeunesse, mais aussi, au fond, beaucoup de rentiers aussi, peu de gens qui travaillent. Donc, le roi Abdallah meurt, le roi Salman arrive. Finalement, le roi Salman ne va pas rester longtemps à l'affiche, j'allais dire, enfin à la tête du pouvoir d'un point de vue purement médiatique. Et est-ce que c'est précisément à cause de cette situation un peu compliquée de cette jeunesse qui s'ennuie que MBS est arrivé très vite en avant? Bon, il a été nommé par son père, donc je veux dire qu'il a toujours été l'enfant chéri de son père, il a toujours accompagné son père, et c'est pour cette raison que son père l'a mis en avant. Il l'a mis aussi en avant parce qu'il savait que c'était un garçon intelligent, qui avait des idées, et qui surtout, ayant l'âge de moyen, si je peux dire, de la jeunesse saoudienne, comprenait parfaitement ce qu'étaient ses aspirations.
Et encore une fois, l'aspiration principale, enfin moi je me souviens quand on discutait avec des jeunes en Arabie Saoudite, c'était de nous dire chaque fois, ce qui nous manque, ce sont des distractions, on aimerait vivre normalement. Et donc effectivement, MBS, de ce point de vue-là, l'a parfaitement compris. Il sait très bien que les deux choses qui intéressent la jeunesse, c'est les distractions et les emplois. Parce qu'il y a par ailleurs 30% des jeunes qui sont sans emploi, et même s'il y a des indemnités de chômage, leur objectif très naturel, c'est de pouvoir travailler. Et donc, tout l'objectif de la vision 2030, c'est précisément de changer la société, le système économique et social, et introduire justement des distractions, un développement culturel, ce qu'attendait la jeunesse. Est-ce qu'on peut dire que là, depuis 8 ans, en gros, hein, puisque Mohamed Ben Salman arrive vraiment sur le devant de la scène à ce moment-là, en 2015, est-ce qu'on peut dire que dans ces 8 ans, il y a eu véritablement une avancée sur ce projet-là? Par exemple, la même année où MBS arrive au pouvoir, il y a des élections municipales en Arabie Saoudite. Pour la première fois, les femmes ont le droit de voter. Pour la première fois, les femmes ont aussi le droit de se présenter. On a vu des femmes qui ont été même élues, y compris des femmes chiites. Est-ce que ce mouvement-là a continué par la suite? Ce mouvement avait déjà commencé dès le roi Abdallah, qui avait lui-même instauré, qui avait désigné des femmes au Parlement saoudien, 30 femmes sur les 150, ce qui était déjà une première étape. Mais il faut reconnaître, c'est avec l'arrivée du roi Salman et de son fils MBS qu'on a vu une accélération prodigieuse du mouvement. Et oui, les femmes ont eu le droit de conduire, par exemple. Justement, l'autorisation de conduire. Vous avez eu la mise au pas de la police religieuse. Vous avez eu la fin de la ségrégation entre hommes et femmes dans les restaurants, dans les établissements. Vous avez eu effectivement ensuite l'ouverture de cinéma, la création d'événements culturels, sportifs et autres. Enfin, tout ce qui a changé totalement l'atmosphère dans le pays. Et ça, c'est vraiment la façon dont MBS a mis en œuvre ce qui lui paraissait être la première attente des jeunes en Arabie Saoudite. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, ces femmes, qui donc ont de plus en plus de droits dans la société, peuvent avoir de plus en plus de droits au niveau politique? Est-ce qu'on peut voir émerger des personnalités féminines aux côtés de MBS? Oui, écoutez, les choses ont déjà commencé, si je puis dire, puisque au moment de l'arrivée d'MBS, il y avait 5% de femmes qui travaillaient. Aujourd'hui, c'est 30%. C'est quand même, en peu de temps, c'est quand même une amélioration qui est très importante. La femme, Lubna Olayan, dont vous avez peut-être entendu parler, est une femme d'affaires et qui est à la tête d'une des plus importantes sociétés, compagnies très diversifiées d'ailleurs en Arabie Saoudite. Vous avez également la princesse Haïfa qui est vice-ministre du tourisme et qui est certainement la personne la plus opérationnelle en la matière et sur un thème qui est primordial pour MBS, c'est-à-dire le développement du tourisme en Arabie. Donc si vous voulez, il y a un mouvement qui est enclenché. Ce qui ne veut pas dire que naturellement que tout est parfait, c'est-à-dire que les femmes ont de nouveaux droits, il y a encore des choses à faire, et le pouvoir tient à garder le contrôle, si je puis dire, sur le processus d'ouverture du pays. Ce qui explique que certaines femmes considérées comme des activistes et qui demandaient à ce que le processus s'accélère encore, aient été emprisonnées. Donc je veux dire, le phénomène montre qu'il y a une vraie volonté d'ouverture, mais que le pouvoir tient à contrôler le processus. Alors vous venez d'en parler dans cette vision 2020-2030. Il y a des projets assez forts que MBS a envie de mettre en place. Donc le développement de l'archéologie dans le pays, le tourisme, le projet NEOM, cette ville futuriste un peu mégalomane. Dans tous les cas, en fait, dans tous les cas de figure, le prince a besoin évidemment aussi de ramener des industriels de pays étrangers. Est-ce que toute cette politique de modernisation qui a eu lieu ces 8 dernières années est liée aussi, est une sorte aussi de promesse tenue vis-à-vis des pays étrangers comme la France, les États-Unis, bien entendu, les pays occidentaux en général, pour que ces gens s'intéressent véritablement au développement du pays? Si vous voulez, le roi Salman et MBS ont très bien fait lorsqu'il y a eu la chute des cours du brut en 2014-2015, de dire la vérité au pays. À ce moment-là, beaucoup de gens disaient écoutez, c'est pas la première fois que les cours du brut descendent, mais Allah les fera remonter. Et la réponse a été très claire des autorités, et de dire non, avec le déploiement du schiste, du pétrole de schiste américain, nous sommes dans un autre monde.
il y a aussi le monde occidental qui se décarbonise, si je puis dire. Et donc, nous serons obligés de changer de paradigme sur le plan économique et social. C'est-à-dire mettre un terme au gaspillage, prendre en compte les préoccupations d'environnement, surtout diversifier l'économie, parce qu'effectivement, les revenus de l'État seront moindres, il faut que le capital privé prenne en partie le relais, et puis il faut trouver des emplois aux jeunes, parce qu'effectivement, vous avez un tiers des jeunes qui sont sans emploi. Et pour ce faire, il faut développer de nouvelles activités, c'est-à-dire exploiter les atouts qui, jusqu'à présent, n'ont pas été réellement exploités. Quels sont-ils, ces atouts? Alors, vous avez par exemple une richesse minière. L'Arabie saoudite dispose de très fortes réserves, à la fois de bauxite, d'or, d'uranium, etc., qui n'étaient jusqu'à présent pas exploitées. Mais vous avez le tourisme, le fait d'avoir 2000 km de côte sur la mer Rouge, alors vous avez en face Sharm el-Sheikh et aucune installation saoudienne peut tomber sous le sens, si vous voulez. Donc montrer effectivement que l'on pouvait développer le tourisme. Et c'est également développer tout le secteur du sport, de la culture, où effectivement on a mis en exergue le site d'Aloula, enfin le site Nabatéen, qui est le Petra saoudien, qui était une façon aussi de marquer que l'Arabie saoudite avait existé, enfin pas en tant que telle, mais que la péninsule arabique avait une histoire qui n'était pas strictement liée uniquement à l'islam, qui avait également une histoire plus ancienne. Donc c'était remettre en perspective et surtout donner une ambition au pays. Montrer que même si les cours du brut pouvaient descendre, eh bien l'Arabie avait d'autres atouts et devait pleinement jouer son rôle comme étant la première puissance économique de la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, comme étant le seul membre du G20, comme étant placée sur le plan géographique au croisement de 3 continents. Donc elle avait un certain nombre d'atouts qu'elle devait pouvoir enfin exploiter. Alors, vous venez de parler de tourisme, de sport, de ce genre de développement économique, mais bon, la COP28 s'est terminée sur un non-accord assez inquiétant. Et puis donc les pays producteurs de pétrole ont été très clairs sur leur position, dont l'Arabie saoudite. Pourtant, on peut imaginer qu'un pays comme l'Arabie saoudite pourrait être un leader aussi en termes d'écologie, de développement du photovoltaïque. Il y a du soleil dans ce pays-là. Pourquoi ne pas prendre en charge ou devenir ce leader? On va en parler tout à l'heure, ça devient de plus en plus un leader diplomatique dans la région, mais ça pourrait être aussi un leader écologique. Je vais vous répondre comme le président Macron, c'est-à-dire qu'on peut tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, pour les Séoudiens, ils savent très bien que leur richesse demeure le pétrole, puisqu'ils ont les plus grandes réserves dans le monde, qui sont le premier exportateur de pétrole, et ils savent qu'effectivement, le pétrole restera, qu'on le veuille ou non, l'énergie la plus importante pour les 20 ou 30 années à venir. Ce qui ne veut pas dire, naturellement, qu'entre-temps, on ne fasse pas un certain nombre de choses pour l'environnement. Donc vous avez, par exemple, énormément de fonds de l'Aramco qui sont consacrés aujourd'hui à la technologie de capture du carbone. Bon, c'est un des exemples. De même qu'ils ont pris toute une série de mesures, par exemple pour mettre un terme au gaspillage en supprimant les subventions. Autrefois, l'eau, l'électricité et même l'essence étaient quasiment gratuites. Aujourd'hui, non, ce n'est plus le cas. Vous avez des normes environnementales pour les bâtiments, pour les véhicules. Et puis, les Séoudiens ont également engagé une politique de mix énergétique, c'est-à-dire qu'ils ont déployé dans le nord de l'Arabie ils ont un programme considérable à la fois d'éoliennes et de panneaux solaires. Et puis, ils ont l'intention, en principe, dès l'année prochaine, d'entamer justement une filière nucléaire civile, parce que justement, ils sont très conscients qu'à terme, naturellement, et c'est un peu ce qui est dans le communiqué de la COP28, on parle de transition, on ne parle pas autrement, mais ça correspond assez bien à la position des Séoudiens, qui ne contestent absolument pas, si vous voulez, le risque environnemental, mais qui estiment que par la technologie, on peut en limiter les effets, qu'en même temps, on ne pourra pas du jour au lendemain passer du pétrole aux énergies renouvelables totalement, et que donc il s'agit d'une question de transition, et c'est comme ça qu'ils l'envisagent eux-mêmes. Nucléaire civil, la France va jouer un rôle dans ce développement-là? Oui, c'est-à-dire que nous avons formé depuis un certain nombre d'années pas mal d'ingénieurs séoudiens, et nous sommes naturellement intéressés par ce programme. Naturellement, nous ne sommes pas les seuls. Il y a à la fois les Coréens, les Américains, les Chinois, les Russes,
Et bon, nous verrons, il y aura une ouverture, il y aura effectivement un appel d'offres. Et bon, j'ose espérer que la France aura retenu, mais encore une fois, ça dépendra un petit peu de ce que seront nos propositions. Vous étiez un bon ami du roi Abdallah dès que vous êtes arrivé, c'est-à-dire donc en 2007. Vous faites partie, vous êtes un des acteurs principaux du développement des relations franco-saoudiennes dans les 15 dernières années. Et c'est à ce moment-là que, précisément, la relation diplomatique franco-saoudienne a vraiment émergé. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été acquis sous le mandat de Sarkozy, puisque vous étiez ambassadeur de France en Arabie Saoudite de 2007 à 2012, puis ensuite de 2012 à 2016 sous Hollande? On a l'impression de l'extérieur que c'est sous Hollande surtout qu'il y a eu ce développement entre les deux pays, sachant qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy, c'était plutôt le Qatar qui était visé. Donc j'aimerais bien comprendre un petit peu comment se sont passées ces années-là, en fait, entre les deux présidents, et à quel moment il y a eu vraiment une accélération des relations. On sait que la France a beaucoup vendu d'armes, notamment. Enfin, François Hollande a été reconnu pour être le président qui est devenu le président vendeur d'armes à l'Arabie Saoudite. Comment vous voyez ça ? Ce que je veux dire, c'est que les Saoudiens raisonnent en fonction de leurs intérêts nationaux, alors comme tout le monde, vous me direz, mais particulièrement, c'est-à-dire que concrètement, ils ont été extrêmement déçus par l'administration Obama. Lorsqu'Obama a refusé d'intervenir en Syrie, et lorsqu'ensuite il a poussé à mort le contrat nucléaire avec l'Iran, l'Arabie Saoudite, comme les autres pays du Golfe, se sont sentis lâchés par leurs protecteurs traditionnels. Et comme ça s'est déjà fait dans l'histoire, lorsqu'ils ont une inquiétude, une préoccupation à l'égard de l'allié américain, ils regardent ailleurs, et notamment la France à l'époque, puisque M. Fabius s'était montré comme être, dans la négociation avec l'Iran, certainement le plus ferme sur les questions de vérification, et que d'autre part, la France soutenait ouvertement l'opposition syrienne à Bachar el-Assad. Et c'est pour cette raison-là, si vous voulez, que les Saoudiens ont voulu nous remercier de notre politique régionale, qui correspondait finalement assez bien à la leur. Et ça a été cette période d'embellie par laquelle nous avons été remerciés par toute une série d'accords, notamment dans le domaine civil avec des avions Airbus, mais également dans le domaine militaire avec le gros contrat DONAS qui, à l'époque, portait sur la fourniture d'armement français au Liban, et qui finalement a été réorienté vers l'armée saoudienne. Mais si vous voulez, ce n'est pas, entre guillemets, pour des raisons de politique intérieure, parce que M. Hollande aurait voulu faire différemment de M. Sarkozy, ça j'avoue, je n'y crois absolument pas. Le seul pays qui me semble intéressé à construire avec les Palestiniens, à les aider profondément, c'est-à-dire sur plusieurs générations et en payant cher, c'est l'Arabie Saoudite. Parce que Mohammed Ben Salman, le prince héritier, est le seul dirigeant arabe à avoir dit s'il y a normalisation avec Israël, 1 an après, on crée l'État palestinien. Et il prend tout en charge. C'est ça qui est intéressant parce qu'il a l'argent pour ça. Mais pour ça, il faut admettre que, par exemple, un pays comme l'Arabie Saoudite, encore une fois, je suis dans un scénario très hypothétique, exerce une sorte de tutelle au début. Et qu'on retrouve une forme diplomatique qu'on a complètement oubliée, qui va faire sourire beaucoup de nos auditeurs, qui est le protectorat. En fait, ça revient à dire, moi je vais m'occuper du développement de ce pays le temps qu'il soit solide, parce qu'autrement, aujourd'hui, il est tellement faible que de toute façon, il ne va pas y arriver. Et donc, il n'y aura pas de perspective politique suffisante pour la jeunesse pour se développer positivement et faire du peuple palestinien un vrai peuple avec des valeurs positives. Bertrand Besancenot, vous venez d'entendre votre collègue Éric Danon, qui a été ambassadeur de France en Israël jusqu'en juillet 2023 d'ailleurs. Alors, dans son analyse, il voit l'Arabie Saoudite comme le futur grand acteur diplomatique de la région, voire peut-être même le plus important, la Mecque qui s'allierait à Jérusalem, et qui ainsi pourrait résoudre le problème palestinien. Pensez-vous un tel destin possible pour l'Arabie Saoudite et pour MBS? Alors, l'Arabie Saoudite est de toute façon un pays incontournable dans la région. N'oublions pas, il est le seul membre arabe du G20. C'est la première économie de l'ensemble de la région. C'est un pays qui, en plus, est celui qui domine le CCEAG, le Conseil de coopération des États arabes du Golfe.
et qui aujourd'hui, quand on regarde la situation du monde arabe, on voit bien que le centre de gravité du monde arabe s'est déplacé vers l'Est et qu'aujourd'hui, les premières initiatives qui sont prises au sein de la Ligue arabe viennent en général des pays du Golfe, c'est-à-dire l'Arabie saoudite. Donc, si vous voulez, l'Arabie saoudite est de toute façon un pays incontournable pour le règlement du problème israélo-palestinien. Ne l'oublions pas non plus, le roi d'Arabie est gardien des lieux saints de l'islam. C'est-à-dire qu'effectivement, même s'il s'agit en l'occurrence de la Mecque et Médine, il a toujours également un œil sur Jérusalem pour des raisons évidentes. Alors il n'est pas le seul, le roi de Jordanie a également une responsabilité, le roi du Maroc la revendique également, mais l'Arabie saoudite regarde cette question ayant en tête que le souverain est gardien des lieux saints de l'islam. Alors, les Séoudiens ont également en 2002 pris l'initiative de ce qu'on appelle l'initiative arabe de paix, qui qui disait pouvoir reconnaître Israël sans aucun problème, à condition naturellement que l'on règle le problème israélo-palestinien. Or, la question palestinienne a été mise largement de côté durant toute une période, et beaucoup de gens en Israël comme aux États-Unis ont pensé que finalement, avec les problèmes de l'Iran, la question palestinienne était devenue une question marginale. C'était une profonde erreur. Et effectivement, M. Netanyahou est très responsable en la matière, puisqu'il a pensé qu'il fallait continuer à coloniser la Cisjordanie et que du coup, il fallait marginaliser l'autorité palestinienne et ne traiter qu'avec le Hamas, parce que le Hamas, sans le reconnaître, parce qu'évidemment, le Hamas ne reconnaissant pas Israël, mais qu'avec le Hamas, il suffisait d'avoir simplement des accords de sécurité et on demandait au Qatar de les financer. Bon, nous reviendrons sur le Qatar, j'imagine, ensuite. Bien. La réalité, bon, naturellement, c'est une vision totalement fausse, c'est-à-dire que tant qu'on ne réglera pas la question palestinienne, il n'y aura pas de solution pour des raisons évidentes. Les Séoudiens s'en tiennent toujours à l'initiative arabe de paix, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les entretiens qu'MBS avait eus avec Jared Kushner, il avait été question d'un grand plan israélien pour pouvoir normaliser les relations. Ce grand plan, quand il est sorti, naturellement, n'était pas acceptable aux Palestiniens, puisqu'il revenait à créer des Bantoustans dans ce qui restait de Cisjordanie et de Gaza. Donc les Séoudiens ont été très clairs là-dessus, en disant que naturellement c'était tout à fait insuffisant, qu'ils étaient tout à fait intéressés à normaliser des relations avec Israël, parce qu'ils s'intéressent à la technologie, notamment israélienne, y compris dans le domaine sécuritaire, et même le projet NEOM qui se trouve à la frontière israélienne était aussi, dans cette perspective, une zone de coopération possible avec les start-up israéliennes. Bon, la réalité, c'est qu'effectivement, les négociations qui ont été entamées, parce que l'administration Biden poussait énormément, Biden voulant faire un succès diplomatique pour lui dans la perspective des prochaines élections, et donc poussait énormément à ce qu'il y ait une normalisation entre l'Arabie et Israël. Les Séoudiens, pour ça, sont de bons négociateurs. MBS a appris des erreurs du début de son règne, si je puis dire, et donc il a simplement posé ses conditions. Des conditions à la fois aux Américains en disant « Nous souhaitons d'abord un accord de sécurité avec vous face à l'Iran. Nous souhaitons des garanties en matière de fourniture d'armement, c'est-à-dire sans avoir les contraintes habituelles. Nous souhaitons également que vous assouplissiez les règles dans le domaine nucléaire pour que nous puissions enrichir notre propre uranium. Et dernière condition, il faut que vous fassiez pression sur Israël pour qu'il y ait une concession significative faite aux Palestiniens. À ma connaissance, les négociations proprement américano-séoudiennes avaient pas mal avancé. En revanche, le gouvernement de M. Netanyahou s'est opposé à toute concession. Là-dessus est arrivée l'affaire de Gaza, et effectivement, le pouvoir à Riyad a tenu compte de ce qu'était non seulement sa propre opinion publique, mais également l'opinion de ce qu'on appelle la rue arabe. Et donc effectivement, dans cette affaire-là, et avec le temps, si vous voulez, le nombre de pertes palestiniennes civiles, il est très clair que les Séoudiens ont commencé à lever le ton, si on peut dire, et en disant « Nous ne rompons pas les négociations, mais nous les suspendons, parce que naturellement, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, il ne peut pas y avoir de normalisation. » Mais me semble-t-il, l'Arabie saoudite
si elle réussit à rentrer dans les accords d'Abraham, ce qu'on appelle les accords d'Abraham, ça ne sera pas exactement les accords d'Abraham, hein, ça sera d'autres signatures, mais ça reste dans cet état d'esprit de normalisation entre Israël et les autres pays, puisqu'il y a eu dans le cadre des accords d'Abraham, il y a eu le Maroc, il y a eu Bahreïn, je crois, le Soudan qui ont signé. Donc on sait que l'Arabie Saoudite était en train de se rapprocher très fort. Le massacre perpétré le 7 octobre par le Hamas, on peut imaginer que l'Iran est un petit peu aussi derrière cette histoire, qui justement permettait d'arrêter ce rapprochement. Est-ce qu'au fond, finalement, aujourd'hui, dans l'état des choses, l'Arabie Saoudite n'a pas tout intérêt à vraiment reprendre les négociations pour devenir ce leader définitif de la région ? Écoutez, il y a aussi d'autres aspects. Les Iraniens essayent de se présenter comme étant le pays le plus protecteur de la question palestinienne. C'est-à-dire qu'ils veulent se présenter comme le champion de la cause sacrée des Arabes. Je ne vois pas pourquoi le gardien des lieux saints ferait un tel cadeau à Téhéran. Il n'a aucune raison de le faire. Et d'autre part, il est tenu par l'initiative arabe de paix et il sait que les opinions publiques dans la région, si vous voulez être le rassembleur de la famille arabe, vous ne pouvez pas le faire en passant par perte et profit la question palestinienne. Donc je pense qu'effectivement, il y a un véritable intérêt du côté saoudien à normaliser avec Israël. C'est aussi une demande américaine et ils y sont sensibles. Ils ont intérêt à obtenir un certain nombre de choses, mais ils ne passeront pas sur la question palestinienne s'il n'y a pas des concessions importantes faites par Tel Aviv. Alors, ces concessions, naturellement, ne pourront revenir qu'avec un autre gouvernement que le gouvernement de M. Netanyahou. Donc la réponse, à mon avis, est beaucoup plus à Tel Aviv qu'ailleurs. Mais il y a un autre acteur aussi, vous parliez de l'Iran, qui aurait aimé s'arroger, être le parrain du monde arabe. Mais il y a un autre musulman. Du monde arabo-musulman, absolument. Mais il y a aussi Erdogan qui rêve tout haut d'un empire du retour de l'empire néo-ottoman, etc. Sauf qu'effectivement, il y a encore la question des lieux sacrés de l'islam. C'est-à-dire que l'empire ottoman, certes, l'Arabie Saoudite n'existait pas à l'époque, donc c'était effectivement l'empire ottoman qui gérait, qui avait la responsabilité de ces lieux-là. Erdogan peut encore être un caillou dans la chaussure de MBS ? Si vous voulez, Erdogan, naturellement, aujourd'hui, a une première préoccupation, c'est d'essayer de sortir de la crise économique très grave qui existe en Turquie. Et donc, il fait beaucoup d'équilibrisme politique pour y parvenir, à la fois dans sa relation avec les Russes d'un côté, et également avec les pays du Moyen-Orient. Parce que pendant longtemps, il avait des rapports difficiles, que ce soit avec l'Égypte, avec qui n'aiment pas beaucoup les frères musulmans, ou avec l'Arabie Saoudite, et encore plus les Émirats Arabes Unis, qui étaient contre l'islam politique. Bon, vous avez vu qu'il a mis beaucoup d'eau dans son vin sur ce chapitre-là, tout simplement parce que pour sortir de la crise économique en Turquie, il a besoin de l'assistance des pays du Golfe. Bon. Donc si vous voulez, Erdogan, bien sûr, a des ambitions, mais en même temps, Erdogan appartient à un pays qui ne fait pas partie de la famille arabe. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même cet aspect-là qui joue, et l'Arabie Saoudite jouera toujours sur son rôle de rassembleur de la famille arabe, ce que Erdogan ne peut pas faire. Mais les autres pays du Golfe, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, d'autres petits Émirats, ils n'ont pas envie de jouer de contrecarrer l'hégémonie à venir de l'Arabie Saoudite ? C'est pas une hégémonie à venir, c'est le fait que l'Arabie Saoudite est de loin le pays le plus important dans la région, et notamment dans la région du Golfe. Donc si vous voulez, le Qatar cherche à préserver son autonomie. Il y a entre les Émirats et l'Arabie Saoudite, effectivement, maintenant une forme de compétition, en ce sens que les grands projets de MBS, de faire de l'Arabie le véritable hub régional sur les plans économiques, financiers, culturels, touristiques, et bien naturellement, peuvent être perçus à Abu Dhabi et à Dubaï comme étant une concurrence qui leur est faite sur leur domaine de spécialité. Alors, il y a une vraie volonté du côté saoudien, effectivement, de devenir le pays le plus important, le hub régional. Naturellement, les Émirats Arabes Unis tâcheront de profiter de l'avance qu'ils ont dans certains domaines, mais le poids spécifique de l'Arabie Saoudite fait que, par définition, l'Arabie Saoudite restera le pays principal de la région. Bertrand Besancenot, merci beaucoup. Nous parlerons dans un second épisode d'un autre pays que vous connaissez bien, donc, et qui a une puissance diplomatique importante. On en entend beaucoup parler actuellement.
Je parlais du Qatar. Merci. Absolument. Je vous en prie.